Bonjour et bienvenue sur votre nouvelle édition de votre JT Lozère. Avant de démarrer, je vous propose de liker, commenter et partager cette édition du journal afin d'en améliorer le référencement. Allez, on y va, c'est parti. Les titres. Patrimoine, le moulin de la Borie va de nouveau produire de la farine. Il était à l'arrêt à la suite de la rupture d'une pièce mécanique. Tourisme, après 20 ans d'efforts, les gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses deviennent un grand site de France. Robotique, la seconde édition du concours départemental de robotique s'est déroulée au lycée Émile Pétavin de Mende. L'explorateur et scientifique Jean-Louis Etienne était en conférence en Lozère. Agriculture, nous partirons à Saint-Germain-du-Teil en compagnie de Marion et Mathieu qui organisent leur deuxième édition de libre cueillette de fruits rouges. À la fin de ce journal, vous retrouverez les brèves. Allez, sans plus attendre, je vous propose tout de suite de prendre la direction du Cosméjean, direction le moulin de la Borie. Ce pauvre moulin, il a subi une avarie structurelle et après une semaine de maintenance, figurez-vous qu'il va de nouveau pouvoir accueillir les visiteurs et produire la célèbre farine, la Méjanette, une farine au blé bio. Un reportage d'Éric Michel et de Camille Roulin. Le métal, elle est rentrée de 2 cm. Et pourquoi elle serait rentrée alors? Pour quelle raison? C'est la première fois que nous arrive. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans la société. C'est la première fois que je vois ça. À événement exceptionnel, mesure exceptionnelle. En effet, le majestueux et non moins célèbre moulin de la Borie, qui moule la farine la Méjanette, était en panne depuis quelques semaines. Une panne qui a contraint l'arrêt de la production. Normalement, non, c'est pas une pièce d'usure parce que c'est un acier qui est trempé. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est une pièce trempée. Et c'est la première fois que ça arrive qu'elle se détrempe. Ça fait diamètre 40, c'est un arrondi, et avec une flasque au bout pour faire juste appui. Non, juste un appui derrière. Tout bête quoi. Tout bête. Et là, c'est la première fois que je vous dis, c'est la première fois que ça arrive en 20 ans. J'ai jamais changé de pièce comme ça. Alors, est-ce que ça a chauffé, et puis ça a détrempé l'acier? Si ça a chauffé, c'est qu'il y a du poitu. Bah, il y a dû y avoir quelque chose. Une entreprise d'Angers s'est déplacée en Lozère, mettant à profit l'intervention pour procéder à la maintenance. Je vais avancer l'arbre le maximum que je peux avec un vérin hydraulique. Ouais. Puis défaire la pièce derrière, puis juste la changer. Oui, on fait que ça toute l'année. Moulin à eau, moulin à vent, meule sur bâti, et c'est déjà pas mal. Le moulin de la Borie, dont les origines remontent à 1689, a été ressuscité en 2017 grâce à l'effort concerté des habitants, des associations et des institutions. Ah oui, il n'y a pas que changer. Ah non, il y a des petites bricoles à réparer. Puis après, nous, ça dépend quand va arriver les autres pièces, parce que les autres pièces... il y a la lanterne, il y a le moteur, il y a la chaîne et le pignon, là, ils sont partis au tournage tout à l'heure. Là. Les parties sensibles ont été restaurées et les meules de plus d'une tonne ont été réajustées pour fournir un rendement efficient et une farine de qualité. Du silex? Ouais. Ah oui, vous êtes des hommes préhistoriques. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est les dernières, un silex comme ça. Ah, d'accord. Ouais. Ça veut dire qu'après, si jamais ça casse ou s'il y a un souci, il faut remplacer par autre chose. Bah, du granit. Maintenant, on met des meules en granit, nous, quand on fait du neuf, granit. Ça veut dire rhabiller la meule du rémouleur. Ça veut dire refaire les pentes, tout ce qu'il faut pour refaire de la farine. En fait. Si, tout bleu là, sur 20 cm. Ah, il faut que ça soit tout bleu. Et après, on part d'ici à 20 cm, on vient de 0 à 4 mm. Voilà. Comment vous faites pour mesurer les 4 mm? Ah bah, on met une règle en travers, on mesure 4 mm, et après, avec une règle là, on met 4 mm, et après, on voit c'est des bosses. C'est des bosses comme ça. Parce que là, en fait, il n'y a que ça qui fait de la vraie farine du coup. Ah oui, c'est que... Ah bah oui. Ah bah oui. Voilà, Là, on cherche à avoir 4 mm pour que le blé arrive à avancer, qu'il vienne à 0, pour que vraiment la farine se fasse au bout. D'accord. Et comme Là, ça, c'est cassé, c'est broyé et cassé, et là, c'est vraiment la bouture. Il y a une qui est fixe, il y a une qui est fixe et l'autre, elle est encodée par ça. Ouais. On se met dedans. Ah ouais, c'est ça. Et après, il y a le gros fer. Le quoi? Le gros fer. Le gros fer. D'accord. Qui se remet dans le trou là-haut, qui se bloque dedans. D'accord. Dans la fourche, puis l'orientation après se fait toute seule. Une silhouette rassurante et champêtre qui s'anime de nouveau pour le plus grand bonheur des boulangers qui se réapprovisionnent avec une farine authentique issue de la filière locale, mais également ravir les touristes avec les vacances qui s'annoncent. Ah oui, celui-là, oui, celle-là, oui, il est beau. Ouais. Ça y est, c'est fait. On élargit un peu le périmètre du moulin de la Borie et on arrive sur un grand site de France. La décision officielle d'attribution du label Grand Site de France a été signée du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Ce label a été accordé par l'État. Il reconnaît l'engagement des territoires Gorges du Tarn, de la Jonte et Causses dans un projet de développement concerté. Il est fondé sur la préservation et la restauration des valeurs paysagères du site, un projet vecteur d'un accueil de qualité
respectueux des lieux et surtout de la vie de ses habitants. Reportage. Les habitants de ce territoire, ils sont amoureux de leur territoire. Ils aiment ce territoire, c'est pour ça qu'ils veulent le protéger. Et le label n'est pas donné au site lui-même, parce que le site en lui-même, c'est un site classé. Donc ça lui suffit. Mais le label est donné à la structure dirigeante, à ceux qui ont la gouvernance, c'est-à-dire aux élus, aux techniciens, qui assurent la gestion de ce site et qui s'efforcent de le protéger. Donc obtenir le label, c'est la reconnaissance d'une bonne gestion de ce territoire. Après une vingtaine d'années d'efforts, les gorges du Tarn de la Jonte Écosse deviennent grand site de France. Une cérémonie de remise du label national s'est déroulée au Point Sublime le 11 juin en présence d'élus, des partenaires et des socioprofessionnels du territoire. Écoutez, aujourd'hui, beaucoup de fierté, un grand honneur que ce label soit remis ici au Point Sublime sur ma commune, la commune de Massegros-Cossegorges, pour l'aboutissement, cela a été rappelé, de 20 ans de travaux pour aboutir à l'obtention de ce label Grand Site de France. Ce qu'il faut se dire, c'est toujours important d'avoir de la matière grise sur les territoires et quelque part d'être toujours en avance par rapport à la fois, on s'inscrit pleinement dans la transition écologique et ensuite de pouvoir être en avance par rapport en fait aux demandes et des habitants et des visiteurs. La décision officielle d'attribution du label Grand Site de France, signée du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, est le 23e label accordé par l'État. Et ce pour une durée de 8 ans. Il reconnaît l'engagement du territoire dans un projet de développement concerté fondé sur la préservation et la restauration de la valeur paysagère du site. Un projet vecteur d'un accueil de qualité, respectueux des lieux et de la vie de ses habitants. Et la Commission nationale et le ministère souhaitent qu'il y ait une concertation avec la population, avec les différents usagers, et ils souhaitent aussi qu'il y ait une entente, une gouvernance commune et que les élus s'entendent entre eux pour porter un projet qui soit cohérent, qui soit, transversal, c'est-à-dire qui concerne un petit peu tous les aspects de la vie au quotidien et ensuite qui favorise le développement durable et surtout l'harmonie entre la nature et l'homme, entre l'économie et l'écologie. Et les communautés de communes qui ont repris le relais sur ce même périmètre, sur ce même territoire, qui se sont organisées, qui ont donc décidé d'un chef de file par rapport aux trois, et ensuite décidé d'une gouvernance, de moyens, et œuvrer et engager le travail pour aller vers le label et qui était obtenu cette année, l'année dernière, fin 2023. Donc il y a eu un CIVOM qui a été fait au départ, et puis de par la loi NOTRe en 2017 et la fusion des comités de communes, ce dossier est arrivé sur les tables des comités de communes. Et là, au lieu de parler à 5 ou 6 comités de communes, on n'a pas plus parlé qu'à 3 comités de communes. Donc c'est ces 3 comités de communes qui sont mis au Grand Cos, Aubrac, Lot-Cos-Tarn et Gorges-Cos-Cévennes, qui est chef de file. Et là-dessus, nous avons fait une convention. Une convention avec le côté financier et surtout le côté gouvernance. On s'est mis d'accord. On s'est dit, ça fait longtemps que ça dure. Il faut qu'on mette une échéance. Et si dans 4 ans, on n'arrive pas à avoir ce label, on arrête. Et au bout de 4 ans, malgré le Covid, nous avons décroché ce magnifique label de Grand Site de France, Gorges du Tarn, de la Jonte, Écosse. Les gorges du Tarn sont une destination évocatrice située dans un écrin minéral bordé de part et d'autre de vertigineuses falaises calcaires, au creux desquelles une rivière émeraude dessine ses méandres, traverse villages et hameaux remarquables et invite à une escapade. Ce célèbre joyau, en rejoignant les gorges de la Jonte, compose un vaste ensemble géologique des hauts plateaux calcaires, au centre duquel trône, tel une île, le Causse Méjean, entouré du Causse de Sauveterre à l'ouest et du Causse Noir à l'est. Ce vaste territoire est propice à la pratique de nombreuses activités de pleine nature. Mais il faut qu'on trouve le bon équilibre entre le camping-car. On a fait du travail sur les campings aussi. On a fait du travail aussi sur les loueurs de canoë, ceux qui travaillent donc dans le sport en eau vive. Donc tout ça fait que c'est du travail qui est
un travail de longue haleine et qui doit se continuer, qui doit perdurer. Et on doit aussi accompagner par rapport au changement climatique. C'est vraiment une prise de conscience pour qu'on valide un territoire qui soit accueillant et qui soit... oui, moi je dirais, le mot c'est il faut que notre territoire soit accueillant. La vocation du label réside dans la récompense et le soutien de l'engagement du territoire dans un projet concerté de gestion, de préservation et de valorisation du site. Le périmètre du grand site de France, Gorges du Tarn, de la Jonte et Causse, s'étend sur 821 km². Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a un vrai intérêt sur le côté touristique et ça doit permettre en fait aussi de débloquer un certain nombre d'accompagnements et de financements pour être encore plus vertueux sur le territoire. L'élaboration du projet a un coût. Eh bien oui, ça a un coût parce que chaque fois que donc il faut faire des études, tout d'abord, il y a de la concertation comme je vous ai dit, il y a de nombreuses réunions et puis des fois il faut faire appel à des experts. C'est un budget qui est fait sur les 3 comités de communes, on est aidé un peu par l'État, on a des très petits moyens, les 3 comités de communes, c'est des comités de communes qui sont des comités de communes rurales, donc on a un budget qui est très contraint. On a un seul, pour l'instant, temps plein dessus, c'est le chargé de mission. Et puis on a du personnel des 3 comités de communes qui sont prêtés quelque part, qui sont dédiés sur un temps, un horaire, à aider donc ce chargé de mission. Et bon, c'est un petit budget. Parce que l'objectif, c'est pas de faire de grands projets, mais c'est de réaliser des projets sobres. C'est la sobriété qu'on invoque en priorité. Et puis, cette sobriété, c'est aussi de faire des choses qui soient cohérentes, qui soient adaptées au territoire et qui soient réalisées avec les moyens du territoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un grand site label de France, un grand site de France, c'est pas du tout une cloche et c'est pas du tout une réserve d'Indiens. Donc on travaillera avec les services instructeurs de l'État parce qu'on veut quand même de l'économique, on veut que les gens se sentent bien, que les gens puissent vivre sur le territoire et accueillir des gens sur notre territoire, mais dans le respect de la biodiversité, pour qu'on puisse aussi préserver ce magnifique territoire qui était quand même un territoire fragile. Donc on veut essayer de faire ce qu'on appelle maintenant du slow tourisme et donc du tourisme régénératif pour parler français. Et donc on est dans cette optique et c'est pour ça que nous avons mis un plan d'ensemble et un plan de manœuvre pour 8 ans puisque le label n'est pas à vie. Le label se rejoue tous les 8 ans. Pour autant, je pense qu'il faut aussi se rappeler que nous, en Lozère, ce qui est important, c'est de concilier la protection de l'environnement, mais aussi de pouvoir vivre sur ce territoire, de pouvoir développer des activités, notamment économiques, mais bien évidemment respectueuses de l'environnement. Et c'est vrai que ce type de label, c'est aussi de l'inquiétude pour certains professionnels du territoire. Donc il faut rester vigilant et en tout cas, il faut pouvoir aussi expliquer à quoi ça correspond. Ces actions portées par les grands sites reposent sur 3 piliers. Favoriser la préservation des paysages et des éléments constitutifs du patrimoine, mieux gérer les flux touristiques et accroître la qualité de l'offre, et enfin accompagner l'adaptation et les activités économiques locales, et ce face au changement climatique. Et le label lui-même ne crée pas de contraintes nouvelles. Donc c'est peu pour cela que nous avons décidé d'aller vers le label, parce que ce n'était pas une couche supplémentaire de contraintes, ce que certains peuvent craindre, et je les comprends, avec les normes, les règles, tout ce qui se passe aujourd'hui, on le voit partout, et donc qui, au contraire, allaient amener un plus à ce classement et lui donner vraiment sa notoriété. Voilà ce qui nous a engagés, nous les élus, vers cette démarche et qui aboutit aujourd'hui, donc après 20 ans d'efforts et de travail. À noter que la cérémonie de remise du label Grand Site de France s'est déroulée sans la présence de la Chambre d'agriculture de la Lozère, qui dans un communiqué précise, je cite, « Les élus de la Chambre d'agriculture n'ont pas d'objection à la reconnaissance touristique des Gorges du Tarn. Cependant, un classement intégrant des surfaces agricoles nous a contraints à émettre un avis défavorable eu égard aux différentes expériences très néfastes pour les agriculteurs. Le périmètre de cette labellisation s'étend au-delà des seuls sites touristiques liés aux Gorges du Tarn. » Fin de citation.
En marge de l'événement, 30 enfants et leurs enseignants des écoles d'Ispagnac et du Masgros ont conduit une activité relative au paysage et à la faune et à la flore du grand site. Ils ont confectionné des dessins qui ont servi à illustrer une fresque paysagère. Les enfants et les enseignants se sont vus offrir une descente en barque avec les bateliers des Gorges du Tarn. Afin de célébrer ce label Grand Site de France, un événement destiné aux habitants sera organisé à l'automne. Le label, ce qu'il faut savoir, c'est quand même c'est une reconnaissance de l'État par rapport à l'innovation, la modernité et la vivacité d'un territoire. Allez, de retour maintenant, je vous propose de prendre la direction de Mende. Ben non, les robots n'ont pas encore pris le contrôle sur les humains. Et pourtant, 70 collégiens et lycéens étaient réunis pour la seconde édition du département de robotique. Mardi 11 juin, au lycée Émile Pétavin à Mende, les collégiens et les lycéens ont construit des robots sumo. Ils se sont affrontés dans une arène pour l'occasion. Un reportage de Marion Guibaudot. C'est Bob, le robot de l'équipe du collège Marthe du Perron, qui a terminé premier de cette drôle d'épreuve. Toute la journée du mardi 11 juin au lycée Émile Pétavin de Mende, 70 collégiens et lycéens se sont affrontés à coups de robots mini-sumo pour la seconde édition départementale de ce concours de robotique. Pour gagner, un seul moyen, faire sortir de l'arène ou d'Oyo le robot de l'adversaire. Entre problèmes techniques, puissances différentes des robots et compétitions acharnées, les élèves ont passé une journée bien remplie dans la salle de classe qui leur était dédiée. Programmation, câblage, matériaux de construction, les élèves se sont impliqués de longs mois dans la construction des robots mini-sumo avant de s'affronter mardi 11 juin. Après, ce qui est bien, c'est que surtout ils ont fait des choix de solutions en début d'année et là ils vont pouvoir voir si leurs solutions étaient les meilleures. Il faut accepter que des fois ce ne soit pas le cas et que voilà, on est vraiment dans un comportement réel. Donc on fait l'expérimentation, quel est l'impact du diamètre de roue, sur la vitesse, sur la force de poussée, on travaille sur les matériaux, les formes, c'est aussi avoir de l'innovation, de la créativité sur les formes des robots. Donc c'est eux qui font leur choix de solution et après grâce au prototypage rapide on peut imprimer leur choix. Le matin, les participants sont passés devant un jury pour soutenir leur projet et expliquer leur démarche. Les critères d'attribution des notes étaient basés sur l'ingénierie-conception, l'innovation mécanique, l'algorithmie et la prestation orale notamment. Un oral qui comptait autant pour la note finale du concours que les batailles de robots mini-sumo elles-mêmes et qui se sont déroulées durant tout l'après-midi en poule sous l'œil attentif des professeurs encadrants. Nous sommes enseignants de sciences d'ingénieur ou de génie mécanique. Donc le but c'est justement d'avoir un projet pour que les élèves puissent investir justement dans une démarche de projet dans notre discipline. Une rencontre comporte 3 combats de 3 minutes chacun. Le premier robot a remporté 2 points Yuko et déclaré vainqueur de la rencontre. Les robots, une fois installés dans l'arène, sont mis en route par un arbitre. Ce concours est aussi une occasion pour les élèves de découvrir les enseignements scientifiques et technologiques proposés en première générale spécialité sciences de l'ingénieur ou en première technologique STI 2D. Après avoir parcouru les pôles et à l'invitation de l'assureur Groupama, le scientifique et explorateur Jean-Louis Etienne était en présence en Lozère pour une conférence. Il nous a exposé les résultats de l'impact de la civilisation sur notre planète et nous a présenté ses projets futurs. Reportage. Voilà. Le plastique, ce qui est le pire, c'est la dégradation du plastique. Le microplastique. Le gros plastique, si vous voulez, c'est dommage, lui, il va être dégradé par les UV, par l'érosion. Il va faire des microplastiques. Et ce microplastique, il va se mettre sur les tout petits phytoplanctons. Il va se poser un petit peu sur le plancton qui va être mangé, le zooplancton, par la crevette, par le poisson, puis par nous. Il est en mer, c'est le micro qui est le plus néfaste, si vous voulez. Le microplastique qui entre dans le réseau alimentaire, quoi. Et c'est ça qui en fait la toxicité. Après avoir tutoyé les pôles, traversé les océans, constaté la dégradation climatique au plus près, le docteur et scientifique Jean-Louis Etienne a posé son baluchon le temps d'une conférence passionnante en Lozère. Moi, je suis un homme des déserts, en fait, quoi, je me rends compte. Vous voyez, une fois, on m'avait dit vous devez aimer le froid, mais on n'aime pas le froid, c'est insupportable. J'avais dit à Théodore Monod, qui allait souvent dans le désert, Théodore, est-ce que tu aimes le chaud, toi? Tu vas là-bas? Pourquoi ça, tu me dis? Je dis, parce que moi, on me dit que je vais là-bas parce que j'aime le froid. En fait, que ce soit Théodore Monod qui allait dans le Sahara ou moi on avait quelque chose en commun, c'était les déserts. Cette quête du désert, l'espace. J'ai besoin d'espace, j'ai besoin de nature. Vous voyez, je rentre du pôle Nord en 86 et quand je suis revenu, j'ai terminé. Et quand je suis revenu dans le Tarn chez moi, j'aurais presque mangé l'herbe tellement j'en ai besoin de nature. La nature nous est absolument indispensable.
Invité le 12 juin dernier à l'occasion des Assemblées Générales des Caisses locales de Lozère, Groupama a organisé une conférence gratuite et ouverte à tous. L'assureur et le scientifique ont des engagements et des valeurs communes et souhaitent sensibiliser la population au dérèglement climatique. Donc chaque année, on essaye de choisir un thème d'actualité ou un thème sociétal. Cette année, on a décidé de donner la primeur à l'environnement. Et puis les groupes d'assurance sont forcément concernés par un futur. On voit les dégâts des climatiques aujourd'hui, que ce soit au niveau des sécheresses, au niveau des inondations, etc. Donc tout à fait normal, et c'est bien qu'un groupe comme Groupama s'intéresse aux questions climatiques et appelle un instituteur comme moi du bout du monde. À travers sa conférence intitulée « Renouer avec l'écosystème Terre originel » et après avoir parcouru la planète durant des décennies, le scientifique estime qu'il est urgent de réagir si nous voulons enrayer et inverser radicalement l'action néfaste de l'homme sur les conséquences du dérèglement climatique. On est confronté tous les jours au changement climatique. Et en tant que premier assureur de la région, eh bien, on est confronté au travers de la sinistralité. À l'origine de l'invitation, l'assureur souhaite faire évoluer au plus vite les comportements des usagers. Uniquement pour la sinistralité du changement climatique, cela représente des montants importants qui se chiffrent en millions d'euros. La sinistralité en 2022 pour notre caisse régionale, ça représentait plus de 400 millions. Au niveau du groupe, ça représente 1,5 milliard. Donc ça plombe sérieusement nos résultats et on a du mal à mutualiser les risques. La facture s'alourdit d'année en année. On a même des zones qui sont tellement sinistrées que se pose le problème d'assurabilité. On voit notamment des zones très argileuses où de plus en plus d'assureurs y vont sur la pointe des pieds. Alors nous, on est un assureur historique. On ne va pas renier nos assurés. On va les garantir, mais c'est vrai que c'est de plus en plus préoccupant. Jean-Louis Etienne a consacré ses compétences de médecin au service d'un rêve. Explorer, arpenter le monde, dont il a rappelé les 3 piliers qui fondent le système stable de l'économie circulaire. La production primaire, à l'origine de toutes les vies, les consommateurs et les recycleurs. Si l'un s'enraye, le système est rapidement déséquilibré. Comment ? Eh bien avec l'apparition de mutants surdoués nommés des hommes, dixit Jean-Louis Etienne, et de poursuivre qu'en un siècle, nous avons pris le contrôle des espaces et des espèces. Le challenge, retrouver l'équilibre au plus vite et renouer avec l'écosystème Terre originel au risque d'une catastrophe annoncée. De toute façon, ça c'est un peu ma nature, essayer de trouver qu'il y a un chemin et le partager. Parce qu'il y a un chemin, c'est la réalité technologique, on la connaît, faire de l'énergie décarbonée, on sait le faire. Maintenant, ça demande des investissements énormes. Donc, ce sont des choix à un moment donné. Alors, il y a le citoyen en même temps. Je le dis tout le temps, chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. Nous, dans notre vie, on doit essayer effectivement d'apprécier la préciosité de l'énergie. C'est ça qui est important. Chaque citoyen a un impact, si vous voulez, et doit effectivement agir à tous les niveaux, politique, personnel, ecclésiastique, même le pape s'en mêle. Vous voyez, et donc c'est une évidence. On a l'intelligence des solutions. Fin 2026, Jean-Louis Etienne rejoindra une mission scientifique à bord d'une station d'observation originale qui aura nécessité 12 ans d'études. Le PolarPod, une plateforme scientifique en cours de construction qui se situe entre un bateau vertical et une barge flottante. Un projet en phase avec l'ONU qui a identifié 17 objectifs de développement durable. Le PolarPod répond à 9 d'entre eux. Et l'attente de la communauté scientifique, c'est qu'il faudrait qu'on s'installe sur cet océan pour mieux le connaître à toutes les saisons. Parce que c'est le principal puits de carbone océanique de la planète. Le CO2 se dissout dans l'eau, d'autant plus que l'eau est froide. Dans l'océan qui est autour de l'Antarctique, c'est un océan d'eau froide, et il absorberait à lui seul, je fais ça au conditionnel, 50% du gaz carbonique absorbé par l'ensemble de l'océan mondial. Donc c'est vraiment un acteur du climat dont on ne connaît pas bien la performance. Les scientifiques à bord parcourront 2 fois le tour du pôle Sud, propulsés au moyen des vents et des courants circumpolaires, afin d'en étudier les particularités de l'océan austral et d'effectuer des mesures précises qui seront croisées avec celles effectuées par les satellites. Et donc il faut vraiment avoir un inventaire assez précis de la faune marine.
et on va pousser l'idée, mais enfin on n'est pas les seuls à le faire, d'aires marines protégées. L'aventure devrait durer 3 ans, et ce qui coïncidera avec les 80 ans du docteur explorateur. J'ai bon espoir, puisque quand même on a des opportunités qui s'ouvrent, c'est-à-dire que le fait de sensibiliser les gens, ils peuvent évoluer dans leur comportement. À l'issue d'une heure de conférence passionnante, une jeune auditrice a posé la question suivante qui a laissé le scientifique pantois. Quelle était votre meilleure émotion ? Quand tu es heureuse, que tout va bien, la nature te paraît merveilleuse. Si tu es triste, tu as eu un souci, une déception, le décor il est moche un peu, tu vois, il n'a pas cette force-là pour t'aider. Ça dépend souvent comment on le reçoit. Et donc j'ai une expression, je dis, il vaut mieux avoir une belle histoire d'amour à Mende qu'un chagrin à Bora Bora. Allez, je vous propose maintenant d'aller participer, d'aller vous joindre à la 2e saison de Libre Cueillette des petits fruits rouges avec Marion et Mathieu Deltour. Ils sont des agriculteurs et ils vous ouvrent leur jardin comme ça. Vous pouvez librement, en famille, entre amis, aller cueillir des petits fruits. Ça se situe à Saint-Germain-du-Teil et à l'issue, vous pourrez rentrer, déguster lors d'un bon goûter champêtre. Ça, à mon avis, vous allez vous régaler, surtout avec la fraise pâtissière qui est réputée sur leur exploitation. Et enfin, pourquoi pas repartir, bien sûr, avec les fraises et les cuisiner chez vous. Un reportage de Marion Guibaudot. Installés à la coste sur les contreforts de l'Aubrac à 900 mètres d'altitude, Mathieu et Marion Deltour se sont lancés il y a 3 ans dans la production de fruits rouges au sein de la ferme des fruits rouges de la Coste. Ils font notamment pousser des fraises qu'ils ouvrent depuis l'an dernier à la cueillette libre entre juin et juillet. Un moyen pour les 2 agriculteurs de faire connaître leur travail et d'attirer une foule nombreuse sur leur ferme, armée de ciseaux et de paniers à la recherche des délicieux fruits rouges. Au vu du succès de la première édition, les 2 agriculteurs réfléchissent d'ailleurs à ajouter d'autres productions maraîchères au menu des cueilleurs. C'est notre 3e saison qu'on attaque. Donc on a des cultures de framboises, de fraises, de groseilles, de cassis, de mûres et de myrtilles, donc tous les fruits rouges. Essentiellement en grande quantité fraises et framboises. Ça s'appelle la Darselect. C'est une fraise qui est très peu connue, plutôt cultivée au nord de l'Europe, mais qui nous s'est très bien acclimatée à notre terrain et à l'altitude et aussi au climat. Alors elle est appelée la fraise pâtissière. Donc c'est une fraise qui a beaucoup de goût et qui a un taux de sucre assez important et qui, quand on la transforme, est excellente. Mais aussi quand on la mange dans le champ comme ça, on n'a surtout pas envie d'y rajouter du sucre. La production de Marion et Mathieu Deltour est menée en plein champ, sans serre et sans traitement, sur des terrains en pente donc non mécanisables. Ce qui demande beaucoup de travail à l'année, mais le plaisir de déguster leurs fruits mûrs compense ce dur labeur. La cueillette libre reste confidentielle en Lozère avec 3 entreprises le pratiquant. Mélie Bio en Margeride, les pépites de l'Aubrac et les fruits rouges de la Coste. On adore, nous personnellement, donc mon mari, mes filles et moi-même, les fruits rouges. Et quand on s'est installé ici et qu'on a rénové la ferme familiale, on en a planté pour nous et on s'est rendu compte que la terre était très adaptée à ce type de culture. Donc on a monté le projet qui a mis un certain nombre d'années pour se mettre en place. Et donc voilà, on a développé vraiment la production végétale qui du coup sur le territoire de l'Aubrac est peu connue. Atypique, mais on est à 880 mètres d'altitude et on arrive à avoir du fruit donc plein champ avec un taux de sucre exceptionnel quand le soleil est là. Alors on a du coup chaque année 2 fraiseries en production. Voilà, là on vient d'arracher la 3e et planter donc la 2e qui va donner le mois prochain. Elle est actuellement en fleurs. Sur une fraiserie là, nous on fait à peu près 1,5 tonne. Alors les cueilleurs, donc la cueillette libre bien sûr qu'on ouvre donc aux particuliers, on ne donne pas en fait de limite de quantité de récolte. Il y a des familles qui vont venir pour ramasser 1 kilo et faire leur petite salade du soir, et puis d'autres qui vont venir ramasser 20 kilos parce qu'ils ont envie de faire leur confiture. On ne limite pas. Ouvert à tous les gourmands, aux enfants et tous les jours bien sûr. À partir du moment où la production commence, c'est-à-dire dès la semaine prochaine, on est ouvert tous les jours, 7 jours sur 7, du matin au soir, parce que voilà, la fraise elle n'attend pas. Quand elle est mûre, elle est mûre.
Les fruits de Marion et Mathieu Deltour se retrouvent notamment dans les assiettes du restaurant de Cyril à Trazic, dans les rayons d'Hyper U Mende ou bien dans les épiceries locales pour le plus grand bonheur de tous les gourmands, qui peuvent aussi acheter directement sur place les produits issus de la transformation que les deux agriculteurs mènent avec les produits de leur ferme. On organise aussi également des goûters à la ferme, donc visite guidée de l'exploitation et goûter donc, avec les produits que l'on a de l'exploitation et la possibilité donc aussi de venir cueillir. Alors le projet qui répond à une demande de la clientèle actuelle, c'est d'ouvrir aussi pour la framboise en cueillette libre. Voilà, framboise et voire même groseille et cassis. Donc ça c'est vraiment le projet. On pensait que ça pouvait être fait cette année, mais il faut encore attendre un petit peu. Donc ça sera sûrement que pour la saison prochaine. Ensuite on a développé aussi donc l'aire de stationnement de camping-car, voilà, donc pour pouvoir accueillir aussi des passagers d'une nuit. Développer peut-être un petit peu plus les visites et, voilà, et certaines activités qui peuvent être en lien avec la production végétale. Voilà. Mais vraiment faire venir les personnes ici pour faire découvrir l'exploitation et la culture végétale. Allez, avant de découvrir les brèves, je voulais m'arrêter un instant sur cette date du 20 juin, une date symbolique puisque ça fait pile, précisément 5 ans aujourd'hui que votre chaîne KWZ-TV Lozère a été créée. Vous êtes 57 000 abonnés et jusqu'à 2 800 000 personnes à la suivre. Infiniment merci. Allez, sans plus tarder, les brèves. Élections législatives anticipées 2024. La liste définitive des candidatures aux élections a été publiée par la préfecture le 17 juin. À l'issue, un tirage au sort définissant l'ordre des candidats a été effectué en vue de l'attribution des emplacements sur les panneaux d'affichage. La liste des candidatures déclarées pour le département de la Lozère est établie dans l'ordre suivant. En premier, Luc-Étienne Gousseau. En 2, Jazzy Doun. En 3, Pierre Morel à l'huissier. En 4, Michel Guiral. En 5, Sophie Pantel. Et en 6e position, Annie Souchon. La campagne électorale s'achèvera le vendredi 28 juin à minuit. Les électeurs sont convoqués le dimanche 30 juin en vue de procéder à l'élection des députés à l'Assemblée nationale. En cas de second tour, les électeurs seront invités à s'exprimer le 7 juillet. Entre samedi 8 et mardi 11 juin, une rave-party d'une ampleur assez singulière s'est déroulée au pied des éoliennes du parc des Taillades sur les communes de Chasse-Radès et la Bastide-Puy-Laurent. En effet, près de 8 000 à 10 000 fêtards s'y sont retrouvés au plus fort de la fête. Dans la nuit de mardi à mercredi, les dernières grappes de teufeurs sont reparties sans qu'aucun incident majeur ne soit à déplorer. C'est satisfait la préfecture qui a indiqué avoir mis l'accent sur la sécurité des participants durant l'événement. En tout, 150 gendarmes et 100 sapeurs-pompiers volontaires se sont relayés pendant 5 jours sur le site, en plus d'associations telles que la Croix-Rouge ou le Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue. Mardi soir, 31 prises en charge médicales avaient été réalisées, dont 6 qui ont nécessité un transport à l'hôpital. 260 infractions ont été relevées en 5 jours. 208 contraventions ont été délivrées pour participation à cet événement illégal. 26 ont été dressées pour usage de stupéfiants et 1 pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique. Les autres concernaient des infractions en lien avec la sécurité routière. Le bilan définitif des conséquences de cette rave-party est loin d'être tiré car des enquêtes sont toujours en cours. En ce jour, alors que la nation reconnaissante commémore les 80 ans des débarquements et des libérations... Commémoration du 83e anniversaire de l'appel du 18 juin, émotion et recueillement à Mende. Ce mardi a eu lieu la commémoration annuelle du 84e anniversaire de l'appel historique du 18 juin 1940, lancé par le général de Gaulle depuis Londres. Une cérémonie solennelle s'est déroulée place de la République, en présence des officiels et des élus. Celle-ci a débuté par la lecture du célèbre appel du 18 juin 1940, suivie par une écoute respectueuse du chant des partisans et de la Marseillaise, ponctuée par un dépôt de gerbes au pied de la statue du résistant Henri Bourillon. Un moment chargé d'émotions, partagé par l'ensemble des participants. Les 7, 8 et 9 juin ont eu lieu les Journées nationales de l'agriculture. En Lozère, Hyper U Mende a mis en avant quelques-uns de ses producteurs en les invitant à échanger avec les consommateurs dans les allées de l'hypermarché vendredi 7 juin. Pour la 4e édition des Journées nationales de l'agriculture, près de 1500 événements étaient programmés un peu partout en France et 130 en Occitanie.
L'ambition de ces journées est d'éveiller les consciences sur tout ce qu'apporte l'agriculture au quotidien. À Illovel, les Fruits Rouges de Lacoste, la boucherie Clavel, la ferme du Mazet ou encore la ferme de l'Ebe ont tous répondu présents à l'invitation du directeur d'Hyper-U Mende pour promouvoir leurs produits et échanger avec les consommateurs durant une matinée. Et pourquoi pas un stage en agroalimentaire. Situé au cœur du parc national des Cévennes, le CFA-CFPPA de Florac présente ses formations. Vous êtes porteur de projet, agriculteur, salarié ou encore demandeur d'emploi. Le site vous propose des formations professionnalisantes, adaptées et encadrées par des spécialistes de l'agroalimentaire fermier. Et ce, avec des mises en situation en atelier de transformation. Retrouvez les plaquettes et les programmes détaillés à l'adresse qui s'affiche ci-dessous. Sous la direction musicale d'Éric Parra, les Lozériens ont pu assister à un concert exceptionnel de l'Harmonie de Mende, un concert accompagné d'une météo clémente pour l'ouverture de la fête de la musique, millésime 2024. La présidente du département, le préfet de la Lozère et Philippe Marty, président de l'Harmonie de Mende, avaient convié le public à un concert gratuit, et ce dans la cour d'honneur de l'hôtel du département. Créée en 2012, l'Harmonie de Mende est composée d'une 50aine de musiciens, dont des jeunes issus de l'école départementale de musique de Lozère. Et nous arrivons déjà à la fin de cette édition. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail qui s'affiche ci-dessous. Je vous donne rendez-vous ailleurs en Lozère le 4 juillet. En attendant, passez une très belle fin de journée. À bientôt.